grand voyage. Nous sommes à la fin de l'été 1971. Pour moi, l'école est terminée depuis 3 mois environ. Papa envisage de nous emmener en France vivre avec lui, mais il faut attendre que j'obtienne mon diplôme de la 4e classe. Pour moi les études s'arrêtent là, car les moyens financiers de la famille ne permettent pas d'aller étudier dans les écoles supérieures. Certains de mes amis sont partis poursuivre leurs études à Braga. Leurs parents ont les moyens de payer leurs études. Certains deviendront avocats, curés ou policiers. Mes parents ne peuvent pas se le permettre, pourtant je sais bien que notre avenir compte énormément pour eux. C'est pourquoi, ils ont décidé de partir en France avec l'espoir de nous donner un avenir meilleur par le travail. Nous procure une vie heureuse et sereine, mais malheureusement les possibilités de trouver un travail stable et durable sont quasiment inexistantes. Maman commence à parler aux voisins pour trouver d'éventuels repreneurs pour l'entretien des terrains, et aussi pour les animaux. Les voisins les plus proches se sont portés volontaires pour continuer à exploiter les terrains de culture et de pâturage. En échange, ils garderont pour eux les récoltes et auront plus d'espace pour leurs animaux. Cela nous rassure de savoir que nos biens seront entre de bonnes mains, nous savons que nos voisins prendront bien soin de nos terres. Au fur et à mesure que la nouvelle se répand, les personnes que je croise me demandent si je suis content de partir, et si cela ne m'inquiète pas. Je leur réponds que je suis très content, mais ce n'est pas tout à fait exact. Bien sûr je suis attiré par l'inconnu, je commence même à imaginer une vie nouvelle et prometteuse. Quand les hommes arrivent de France, je constate qu'ils viennent d'un endroit bien plus sophistiqué que le Ribeiro. Lorsque papa arrive chez nous pour les vacances, il porte une sacoche de cuir à la main, il sent le parfum, et donne des bonbons à tous les enfants du quartier. Je me souviens que la dernière fois qu'il est venu nous rendre visite, il avait apporté des symboles français. Un beau stylo représentant une sculpture du buste du général de Gaulle, un joli miroir, et des objets qui représentent les symboles parisiens. Il a beaucoup d'admiration pour ce pays qui lui a permis de faire mieux vivre sa famille, malgré les sacrifices qu'il a dû faire pour s'en éloigner, et la solitude qu'il vit tous les jours. Mon frère Domingo, qui travaille également en France depuis l'âge de 16 ans, est venu passer des vacances avec sa jeune épouse André qui est française. Je n'oublierai jamais leur arrivée à la maison, et la joie immense que nous a procuré leur visite. J'imagine le sentiment de voyage dans le temps, que Dédé a dû ressentir en arrivant au Ribeiro. Je dis Dédé, car elle nous a tout de suite mis à l'aise et le sentiment d'affection s'est très vite installé entre nous.
Je me souviens qu'il nous avait apporté une jolie montre avec un bracelet doré, à moi et à mon frère Armandino. Cette montre pour moi représentait beaucoup, car peu de garçons de mon âge portaient une montre aussi belle. Je me suis senti grand et important, et surtout le fait que ce soit un cadeau de mon grand frère, cela ajoutait une valeur sentimentale et unique. Je ne me souviens plus combien de temps j'ai réussi à la garder, mais je sais que je l'ai conservée très longtemps. Cette montre n'est plus là, mais le souvenir restera à tout jamais. Domingo et Dédé ont profité de leurs vacances avec nous, j'ai gardé un très bon souvenir des moments passés en leur compagnie. Je suis bien conscient que le confort a dû manquer à Dédé car au Ribeiro, on vit encore comme au Moyen Âge. Quand papa nous parle de la France, il nous décrit les grands boulevards parisiens, la tour Eiffel, la qualité de vie à la française, les dames qui portent des jolies robes à la mode, et sentent bon le parfum. Il disait aussi, que les rues étaient tellement bien éclairées, que l'on y voyait aussi clair qu'en plein jour. Tous ces récits me projettent dans un univers très différent du nôtre, et j'imagine notre vie prochaine tous réunis en famille dans ce beau pays que papa nous décrit. Je ne me rends même pas compte de la douleur que va me procurer la séparation et l'éloignement de tout ce qui fait mon bonheur actuel. Mes voisins, mes amis, le reste de la famille qui va rester ici, et tout cet environnement que j'aime et qui va énormément me manquer. Je me souviens d'un jeune garçon qui était parti en France, et qui est revenu quelques années plus tard avec les cheveux longs. Nous sommes en fin des années 60, la mode des cheveux longs est à la mode en France, mais ce n'est pas du tout le cas au Ribeiro. Nos coutumes et nos comportements sont dictés par une tradition gravée depuis toujours dans les esprits conservateurs des villageois qui ne sortent presque jamais de cet environnement isolé du reste du monde. L'image de ce garçon aux cheveux longs ne correspondait pas aux standards masculins et virils que les gens avaient l'habitude de voir, alors ils ne l'ont pas apprécié et ont dit des choses pas très gentilles sur lui, parce qu'il imposait une image différente de celle des autres garçons. Si je vous parle de lui, c'est parce que j'ai vécu une histoire avec lui, qui m'a laissé un souvenir que je n'oublierai jamais. Un jour à Castro Laboreiro, je me tenais accoudé sur le seuil de la fenêtre d'un café, pour regarder à travers la vitre, la télé qui diffusait une corrida espagnole. J'aimais bien venir regarder la télé, et je n'osais pas rentrer dans le café, parce qu'il n'y avait que des adultes à l'intérieur. Ce garçon était dans le café debout au comptoir avec d'autres personnes, il m'a vu dehors regardant à travers la fenêtre. Alors il est sorti, il est venu me parler. Il m'a demandé si je voulais rentrer à l'intérieur pour regarder la télé, et je l'ai suivi. Il était grand, et bien habillé. Son allure me surprenait un peu, je n'avais pas l'habitude de voir des garçons avec une allure aussi surprenante. Il me fait m'asseoir à une table,
me demande si je veux manger ou boire quelque chose. Il s'adresse à moi avec une telle gentillesse, que je suis complètement fasciné par ce personnage aux cheveux longs. Dans ses yeux, je ne vois que de la gentillesse. Il a compris que je n'étais pas bien à l'aise, que je ne savais pas trop quoi demander, alors il a commandé un summol et un sandwich au jambon cru pour moi. Pendant que je mangeais, il me parlait pour essayer de me mettre à l'aise. Il me disait qu'il connaissait bien ma famille. Moi, je le découvrais et me posais plein de questions sur lui, mais n'osais pas lui demander. Il m'a laissé terminer de manger et boire, puis avant de rejoindre ses compagnons au comptoir, m'a dit de rester pour regarder la télé le temps que je voulais. C'est incroyable, l'impact que peut avoir le comportement d'un adulte sur un enfant. Ce geste de gentillesse est resté gravé dans ma mémoire. J'ai beaucoup pleuré, quand j'ai appris sa mort quelques mois plus tard. Il a été victime d'un accident du travail en France, puis a été rapatrié pour être enterré au Ribeiro. Quand je l'ai vu allongé dans son cercueil le jour de l'enterrement, j'ai ressenti une douleur dans la poitrine, et une tristesse profonde comme si j'avais perdu quelqu'un de très proche. J'ai longtemps prié pour lui, parce que c'était la seule chose que je pouvais faire pour honorer le geste de générosité et de gentillesse qu'il avait eu pour moi. Aujourd'hui encore, je repense à cet épisode de ma vie avec tristesse, mais je suis content d'avoir croisé le chemin de ce garçon extraordinaire et plein de gentillesse. L'idée d'aller vivre en France me fascine mais en même temps, me rend très triste de laisser derrière moi tous mes repères. Maman fait tout son possible pour bien organiser notre départ, pour que tout soit prêt pour la date prévue. Mes sœurs Emilia et Pureza sont déjà en France, depuis peu avec leurs enfants. Il ne reste plus que nous. Maria avec ses enfants Alberto, José, et Candido, qui va avoir 9 mois le jour de notre départ, maman, Sarah et son fils Fernando, qui va avoir 5 mois, et moi. Papa a loué une maison à Saint-Maximin, tout est prêt pour nous accueillir. Mon cousin José est triste. Nous ne savons pas dans combien de temps on va se revoir. Nous essayons de passer le plus de temps possible ensemble avant le départ, chaque jour qui passe nous rapproche davantage du jour J. Maman a réussi à vendre tous les animaux. Les vaches et la mule ont été vendues, et les lapins et les volailles ont été notre nourriture jusqu'au jour du départ. Je profite de tous les instants disponibles pour aller sur mes endroits préférés, afin de m'imprégner de ces lieux qui ont marqué mon enfance. Mon endroit préféré, c'est sous le châtaignier devant la maison. Je m'assois, puis j'observe toutes les cimes de la montagne qui nous entourent. J'écoute tous les bruits, je ne veux rien laisser. Comme si en partant j'allais tout emporter avec moi.
Je suis certain que grâce à cela je n'oublierai jamais cet endroit, et que mon attachement pour ce lieu restera intact. Marquesa ne me quitte pas, elle craint que la séparation soit proche. Je la caresse et je lui parle. Je lui raconte que bientôt papa va venir nous chercher et que nous irons tous en France. Marquesa a toujours été importante pour nous, elle fait partie de la famille. Tout le monde l'aime, et elle nous le rend bien. Un jour, quelques mois auparavant, elle avait disparu. Elle parcourait la montagne à son aise et était complètement libre d'aller où elle voulait. Elle courait souvent après les lapins et autres animaux et revenait toujours vers nous. Ce jour-là, elle n'est pas revenue et nous l'avons cherchée en vain. Presque 15 jours se sont écoulés, puis un jour en fin de journée, elle est revenue à la maison. Elle est arrivée toute maigre, et très mal en point. Elle rampait devant nous comme pour nous demander pardon. Nous étions heureux de la retrouver et l'avons bien soignée. Elle a vite repris sa forme habituelle, comme si rien ne s'était passé. Nous pensons qu'elle est restée coincée quelque part et qu'en maigrissant elle a réussi à se libérer. Maman est très occupée avec tous les préparatifs du départ imminent. Nous avons dû faire des passeports pour pouvoir voyager en règle, et ne pas rencontrer de problèmes aux frontières. Les déplacements à Melgaço pour les prises de photos et les démarches administratives font partie des préparations du voyage. Sarah est une jeune maman, il faut aussi s'occuper de tout le nécessaire, pour que tout se passe bien pour son bébé le petit Fernando. C'est le petit chouchou de la famille, nous l'entourons avec beaucoup d'amour. Pour lui aussi, le départ pour la France va tracer son destin, et lui donner tout le nécessaire pour réaliser de belles choses et réussir sa vie. Le départ pour le grand voyage est très proche, et l'hiver se termine. Le matin les toitures sont encore givrées, les petites stalactites de glace qui se sont formées sur le bord des tuiles pendant la nuit, fondant goutte à goutte sous la chaleur des premiers rayons du soleil. Quand le soleil commence à envelopper le village de sa belle lumière, la fraîcheur de la nuit s'évapore, pour laisser la place à une douceur qui s'installe, et réveille les habitants et leurs animaux. La vie reprend son cours, comme un rituel sans fin. Un rituel que nous ne verrons plus dans quelques jours. Nous n'entendrons plus les coqs chanter aux premières lueurs du jour, les cloches des vaches qui sortent des étables pour gagner leur pâturage, les cris des voisins qui guident leurs animaux et qui saluent les voisins qu'ils rencontrent en chemin, et tous ces bruits divers qui se mélangent pour former une harmonie naturelle qui n'existe pas ailleurs. Le chant des oiseaux de la forêt de chênes comme le geai, le merle, et des variétés de moineaux divers se mélangent au bruit des cascades de la rivière et que nous n'entendrons bientôt plus. Je sais que je vais découvrir de nouvelles choses bientôt, que ce sera sûrement très bien, mais je suis déjà certain que toutes ces petites choses banales pour beaucoup de gens, vont me manquer.
Ce qui va aussi beaucoup me manquer, ce sont les gens qui composent ce village merveilleux et que je ne reverrai plus certains d'entre eux. Les plus anciens ne seront plus là quand je reviendrai. Je pense en particulier à Tia Palmyra. Cette grande dame qui se tient bien droite et fière, malgré son grand âge. Son visage plein de rides me sourit quand je passe devant chez elle, elle a une forte personnalité, et une grande gentillesse. C'est un personnage qui représente bien ce lieu rude de vie mais attachant et inoubliable. Je pense aussi à Tia Lorinda. Petite femme plus fragile mais tout aussi attachante, chez qui on a beaucoup dansé au son de l'accordéon de son mari, Tio Joachim. Cet homme à l'allure très fière qui aime la chasse, me fait penser à un personnage de western. Quand il joue de son accordéon, la joie se lit sur son visage et l'ambiance est très joyeuse. Je pense aussi à Tia Albertina, femme très douce avec un regard attendrissant, et aussi son mari Joachim, grand gaillard solide avec une moustache épaisse, qui lui donne un air viril. Il en impose avec son grand physique. Je le vois comme un homme puissant et gentil. Leur fils Antonio est un copain de jeu, nous avons fait l'école ensemble. À côté de chez eux, en sortant de notre quartier Ospuzio, il y a la maison de Tia Doslina. J'ai toujours aimé cette femme qui m'a toujours accueilli chez elle, avec une grande gentillesse. C'est la maman d'Arthur, un copain de jeu qui me prête son tricycle quand je vais jouer chez lui. Il a été également un rude concurrent à l'école, car il était bon élève. Il a une petite sœur qui s'appelle Hélène, elle est très attachante. Je pourrais continuer ainsi jusqu'au bout du village. Chaque personnage est important pour moi, ils méritent tous d'être cités. Ce qui est sûr, c'est qu'ils vont tous me manquer. Un peu plus bas, en continuant vers le nord du Ribeiro, se trouve la maison de ma sœur Maria. Elle va partir en France avec ses enfants en même temps que nous. Son mari Manuel est en France et attend notre arrivée. Papa vient d'arriver de France. Il est venu nous chercher. Après avoir réglé tous les détails et dit au revoir à tous les voisins, nous voilà prêts à partir. Malheureusement à son arrivée, il va nous annoncer une mauvaise nouvelle qui va tous nous bouleverser. Il nous annonce que Marquesa ne pourra pas partir avec nous, que nous devons lui trouver un nouveau maître avant de partir. C'est un coup de poignard que je viens de recevoir dans le cœur, je ne peux pas accepter la situation, et j'ai l'impression de faire un cauchemar. La joie que j'avais éprouvée de partir en France en famille, est ternie par cette nouvelle qui va me séparer de ma meilleure amie. Pour moi c'est une tragédie, je ne sais pas comment je vais réussir à surmonter cette épreuve. Je suis encore trop petit pour pouvoir décider moi-même, je suis obligé de me plier à la réalité et de partir en laissant Marquesa chez un cousin, qui nous promet de bien prendre soin d'elle.
L'après-midi du 7 avril 1972, nous partons de la maison, en direction de l'Espagne. Demain, nous prendrons le bus à Entrimo, qui nous emmènera jusqu'à Orense, où nous prendrons le train pour la France. Ce soir nous allons dormir à Ferrero, chez la famille espagnole. Je ne sais pas vraiment comment faire, pour décrire ce que je ressens à ce moment-là. Les mots qui pourraient décrire exactement ce sentiment étrange que l'on ressent au moment où l'on quitte ce que l'on aime et qu'on se dirige vers l'inconnu, sont très difficiles à trouver. Après quelques mètres sur le chemin qui longe la propriété, je ne peux pas m'empêcher de regarder en arrière. Regarder une dernière fois notre maison, le banc sous le châtaignier sur lequel j'ai passé des moments heureux, nos terres, et surtout Marquesa qui ne me suit pas comme elle l'a toujours fait. Maintenant, il faut avancer et penser positivement. Se dire que l'avenir est devant nous. En passant devant chaque maison, j'ai comme l'impression que je laisse derrière moi toute ma vie. Je pense aux personnes qui habitent ces maisons, aux bons souvenirs que j'emporte avec moi. Arrivé à Encorcillada, le petit quartier où habitent Maria et ses enfants, nous les rejoignons, et tournons à droite pour descendre tous ensemble vers la rivière. Bientôt, toute la famille sera réunie en France. C'est cette pensée qui me donne du courage pour continuer à avancer, et ne pas penser à Marquesa, mon cousin José, et tous ces gens qui me rendaient heureux. Arrivé à la rivière, le niveau de l'eau est haut et recouvre presque les rochers qui nous permettent de passer sur l'autre rive. J'ai tellement l'habitude de passer à cet endroit, que je sais parfaitement où mettre les pieds. Le passage de la rivière se passe bien pour nous tous, nous continuons la progression le long du chemin qui passe entre les deux propriétés cerclées de murs de pierre sèche qui se trouvent en contrebas de la chapelle. À cet endroit précis, je ne peux pas m'empêcher de repenser au moment où je courais à travers les buissons de bruyère et de genêt pour récupérer les cannes des foguettes de la fête. Je me dis que cette année, je ne vais pas avoir la chance d'entendre la musique diffusée par les haut-parleurs. Un peu plus loin, nous descendons vers la grande rivière qui fait frontière et traversons le petit quartier de Sodrero. Sur la droite, de l'autre côté de la rivière en haut de la pente, nous apercevons notre maison qui domine par son emplacement perché au bord de la colline. J'ai comme le sentiment qu'elle nous observe et nous regarde partir. Nous continuons la descente par ce petit chemin pédestre.
qui va nous mener à la grande rivière. En bas de la descente sur la droite, on peut apercevoir le moulin familial à travers les branches de la végétation qui borde le chemin. Le bruit de la rivière devient de plus en plus présent. Le soleil frôle presque le haut de la montagne côté ouest, l'ombre a déjà commencé à couvrir toute la partie basse. On presse le pas pour arriver à Ferrero avant la nuit. La traversée de la grande rivière qui sépare les deux pays m'a toujours impressionné. À cet endroit, le courant est très fort, et le bruit de l'eau qui descend en cascade est impressionnant. Nous traversons sur un pont de fortune en bois, posé sur les rochers qui a passé l'hiver dans l'eau qui par mauvais temps, double de volume et le recouvre. Les parents ont traversé cette rivière des centaines de fois, en prenant le risque de chuter dans le courant à chaque tentative. Moi, je l'ai traversée plusieurs fois pour aller voir la famille espagnole, et pour aller faire les courses à Pereira, premier village espagnol le plus proche en compagnie des grands. Avec les valises et les bébés dans les bras, la traversée est sportive et impressionnante. Le pont de bois ne couvre que la partie la plus infranchissable de la rivière. Le reste doit se faire en sautant de rocher en rocher. Les rochers sont lissés par le courant, ils sont très glissants. À cet endroit, le courant est très fort, il se faufile entre les roches avec des remous qui ne permettent pas de nager. Chuter dans l'eau ici peut être dramatique. Une fois de l'autre côté, l'escalade commence. Le chemin que l'on doit emprunter est très étroit et incliné. Les premières dizaines de mètres se font pratiquement toujours à quatre pattes. Après, c'est moins incliné, mais tout de même compliqué. Au fur et à mesure que l'on prend de la hauteur, le soleil disparaît peu à peu derrière nous sur la crête opposée côté ouest, et l'ombre qui remonte la pente nous rattrape. Alors que l'ombre nous envahit, nous prive de cette belle lumière et de sa douceur, nous arrivons au sommet face au Ribeiro. Nous sommes à présent à la même hauteur que notre maison qui elle aussi est déjà dans l'ombre, ce sera la dernière fois que nous la verrons avant longtemps. Le temps nous presse, nous ne pouvons pas nous attarder, mais on ne peut pas s'empêcher de regarder une dernière fois en arrière. L'image est gravée dans ma mémoire et où que j'aille dans le monde, je pourrais décrire tous les détails de ce joli panorama. De cet endroit d'Espagne, je garde cette vue, comme un joli tableau que j'aurais peint moi-même. Dans ce joli tableau, il y a tout. Toute mon enfance. Tous mes souvenirs de petit enfant entouré d'amour par tout le monde jusqu'à ce jour. Les jeux avec les copains, les danses dans les bals chez les voisins, les airs de musique des concertinas que j'adore, les rassemblements entre les voisins pour aller chercher le matot dans la montagne avec les charrettes tirées par les vaches. Le matot, ce sont les buissons de montagne que l'on coupe pour mettre dans les étables. Et surtout, cette fraternité, que j'ai peur de ne pas retrouver là où je vais. Dans mon joli tableau,
il y a aussi la joie que je ressentais quand Marquesa venait d'avoir ses petits chiots, la naissance des petits cochons, et aussi quand on passait la nuit dans l'étable à attendre que la vache donne naissance à son petit, et toutes les nuits blanches que maman a passées quand nous étions malades. Mais dans mon joli tableau, il y a aussi un grand vide. Ce vide que nous ressentons en pensant à papa et à Domingo qui travaillent en France et qui nous manquent beaucoup. C'est la raison pour laquelle nous marchons sur ce chemin. Dans quelques jours, nous serons proches les uns des autres, ce sentiment de distance ne sera plus qu'un souvenir. Nous venons de passer le point le plus haut du chemin et nous ne verrons plus notre village. Les seuls endroits qui restent visibles du Portugal, ce sont les sommets du Coto da Aguia jusqu'au sommet rocheux de Castro Laboreiro. Le soleil brille encore sur ces roches, mais plus pour longtemps. Nous savons que bientôt sa lumière ne sera plus là pour nous éclairer. On marche encore un bon moment avant d'arriver chez Tio Abilio et Tia Flora. Tio Abilio, c'est le frère de maman qui s'est marié en Espagne avec Tia Flora. De tous les tontons, à part Tio Alodino, qui habitait en face de chez nous, c'est celui que l'on a fréquenté le plus. Quand on arrive dans leur maison, la joie rayonne de toute sa lumière. J'ai toujours ressenti une grande chaleur humaine en franchissant la porte du patio. J'avoue que ce soir-là, mes idées n'étaient plus assez claires à cause de la fatigue, pour pouvoir donner des détails précis. Mais je peux dire que cette famille au niveau accueil, sont toujours au top. Tio Abilio aime bien la musique et faire la fête. Tia Flora aussi aime la fête. Elle a un caractère très joyeux et une gentillesse extraordinaire. Le mélange des deux a donné des enfants formidables. Si je devais décrire mes cousins et cousines de Ferrero, je dirais que ce sont des personnages hors du commun, avec qui on ne s'ennuie jamais et qui donnent beaucoup d'amour. Tio Abilio a eu des problèmes graves de santé les dernières années de sa vie, et maman admirait la patience avec laquelle Tia Flora s'occupait de lui. Je l'ai souvent entendu dire, si Tia Flora ne va pas au paradis, alors personne ne sera digne d'y aller. Voilà un petit résumé de ce que je ressens pour cette famille qui a toujours beaucoup compté pour moi. Nous passons la nuit chez eux, puis au petit matin nous prenons le bus à Antrimo, la ville d'Aix-en-Grave-Côté, qui nous mènera jusqu'à Orance. C'est là que nous prenons le train jusqu'à Paris. Je ne garde pas de souvenirs précis sur le voyage en train, sinon que je me sens bizarre à cause des odeurs inhabituelles, de la fatigue,
et de cette impression d'enfermement. Le voyage en bus m'avait déjà retourné l'estomac, et ce balancement permanent du train n'arrange rien. Le voyage me paraît très long. J'ai l'impression qu'il ne finira jamais. Nous sommes partis de chez nous le 7 avril, et arriverons le 9 à Saint-Maximin. À notre arrivée à Paris, tout me semble confus. Les gens courent dans tous les sens, ils arrivent de toutes parts. Papa dirige le groupe, il nous dirige vers la sortie, où les chauffeurs de taxi se bousculent pour nous emmener. Papa a choisi le taxi, nous arrivons à Saint-Maximin en fin de journée. Je suis soulagé d'être arrivé. J'ai hâte de découvrir le quartier et de voir la famille. Maman et les grandes sœurs commencent à ranger les affaires, papa dit qu'il va voir Emilia pour lui annoncer notre arrivée. Je lui demande de m'emmener et il accepte. La nuit commence à tomber, il prend sa mobilette et je le suis. Je monte derrière lui sans casque, sans veste, et sans gants. Il contourne le quartier, et descend pour prendre la route vers Saint-Leu-Dessert. Quand il commence à prendre de la vitesse, je me demande où on va. Je pensais qu'elle habitait juste à côté, et nous voilà partis je ne sais où. La première voiture qui nous croise, me fait sursauter, j'ai failli lâcher prise. L'assise du porte-bagages est très inconfortable, et il n'y a pas de repose-pied. J'ai froid, je suis très mal assis, et je commence à me demander combien de temps ça va durer. Nous passons sur le pont de Saint-Leu-Dessert, et là j'ai bien senti que les suspensions n'étaient pas très efficaces. Le revêtement de la route qui longe les bords de l'Oise devant la sucrerie, est bien endommagé et mes fesses commencent à me faire mal. Au passage à niveau, je serre les dents et je souhaite que le voyage à mobilette se termine le plus vite possible. Après la grande ligne droite qui me semble interminable, je suis frigorifié. Il tourne à gauche au feu de Tiverny, et 2 minutes plus tard, nous sommes devant leur maison. Fernando et Goretti entendent la mobilette arriver et sortent sur le trottoir. Ils sont contents de nous voir et moi je ne pense plus au mal de fesses ni au froid. Emilia et Franklin sortent également et on s'embrasse avec une grande joie de se retrouver. Enfin, dit Emilia. Depuis le temps qu'on en parle, vous êtes enfin avec nous. Après les embrassades et le temps de laisser nos émotions se dissiper un peu, nous leur donnons des nouvelles du Portugal, et on leur raconte brièvement notre voyage en buvant un café. Fernando et moi sommes contents de savoir que désormais on va se voir souvent. Ils sont déjà bien installés, même si ça fait peu de temps qu'ils sont arrivés. Moi ça me rassure de voir qu'ils ont l'air heureux et qu'ils se sont vite adaptés. Après nous être dit les choses les plus importantes, nous repartons chez nous à Saint-Maximin. Cette nuit-là, Maria et ses enfants dorment chez nous, mais le lendemain, Manuel vient les chercher pour les emmener à Paris, où ils vont vivre peu de temps, avant de déménager dans leur maison à Beaune-la-Rolande dans le Loiret. Maria s'est éloignée de nous, mais nous nous voyons chaque fois que c'est possible. Nous nous sentons très proches et n'avons jamais rompu le contact. Sarah et le petit Fernando vont vivre avec nous quelques années pour notre plus grand bonheur. Pureza et ses enfants Fernanda et Antonio
habite à Nogent-sur-Oise à une dizaine de kilomètres de notre maison et toute la famille se retrouve régulièrement comme quand on vivait au Portugal. Toutes les occasions sont bonnes pour se retrouver. Cette histoire n'est pas une fin. Même si le cœur est douloureux d'avoir laissé derrière moi les choses auxquelles je tiens énormément, et des personnes qui comptent et compteront toujours beaucoup pour moi, je sais que ma famille est là, qu'elles vont m'aider à supporter la séparation avec Marquesa, et que d'autres choses nouvelles viendront agrémenter ma vie d'adolescent, car ma vie d'enfant est restée très loin derrière moi.